Au milieu du 5e siècle avant Jésus-C, il y a un nom qui éclipse tous les autres en Athènes, que ce soit sur la scène politique ou sur les champs de bataille, Cimon. C'est un stratège adulé, un homme d'État richissime, bref, il incarne la puissance athénienne à son zénith. Mais l'histoire de Cimon, c'est avant tout celle d'un paradoxe. Parce que derrière ce visage de héros au sommet de sa gloire, se cache en réalité un homme qui est sur le point de connaître l'une des chutes politiques les plus brutales de toute l'Antiquité. Et c'est la question qui va nous guider. Comment est-ce qu'on passe du statut de sauveur de la cité à celui d'ennemi public ? En essayant de reconstituer le puzzle de son destin, c'est aussi le portrait d'une Athènes en pleine mutation qu'on va esquisser ensemble. Alors pour bien comprendre cette dégringolade, on va suivre son parcours en 6 étapes, de son ascension fulgurante jusqu'à l'héritage complexe qu'il nous a laissé. Bon, d'abord, qui est Cimon ? Il ne sort pas de nulle part. C'est le fils de Miltiade, rien de moins que le héros de Marathon. Le nom est donc déjà chargé de gloire. Et il va se montrer digne de cet héritage très jeune en combattant avec un courage exemplaire à la bataille décisive de Salamine en 480. Pour bien se situer, il faut se rappeler du contexte. Les guerres médiques sont officiellement terminées, mais la menace perse, elle, est toujours là. Pour y faire face, les cités grecques de la mer Égée vont créer une alliance militaire inédite, la Ligue de Délos, avec Athènes à sa tête, bien sûr. Et à la tête de cette formidable coalition, un homme va s'imposer, presque comme une évidence, grâce à son prestige et son génie militaire, Cimon. C'est le début d'une décennie de succès absolument éclatant. Une décennie pendant laquelle Cimon va littéralement forger la suprématie navale d'Athènes et transformer ce qui n'était qu'une alliance défensive en un véritable empire maritime. Son efficacité est redoutable. En espace de quelques années, il vire les dernières garnisons perses d'Europe, il nettoie la mer Égée des pirates en prenant leur bastion de Skyros, bref, il sécurise les routes commerciales. Mais le clou de sa carrière militaire, ce n'est pas encore ça. 200. Retenez bien ce chiffre. C'est le nombre de navires perses qui sont soit détruits, soit capturés lors de la bataille de l'Eurymédon, en Asie mineure. C'est une victoire totale, écrasante, qui va écarter la menace perse de la mer Égée pour des décennies. Après un triomphe pareil, Cimon est sur un nuage. Comme le raconte Plutarque, sa popularité est immense. Pas seulement à Athènes où il ramène la gloire et des richesses colossales, mais aussi auprès des alliés, qui le voient comme un chef juste et plutôt accessible. Mais c'est souvent au sommet de la gloire que les problèmes commencent, n'est-ce pas ? Et c'est exactement ce qui se passe ici. L'hégémonie athénienne commence à peser très très lourd sur ses alliés. La nature de la Ligue est en train de se transformer. Les campagnes militaires n'en finissent plus, le tribut à verser à Athènes est lourd, les alliés en ont marre. Alors Naxos puis Thasos essaient de quitter l'alliance. La réponse de Cimon est implacable. Il assiège les villes et les soumet par la force. Le libérateur est devenu un gendarme. Et pendant ce temps à Athènes, l'opposition politique gronde. On a 2 visions radicalement opposées qui s'affrontent. D'un côté, Cimon et les conservateurs, qui veulent un empire maritime, et surtout une alliance avec Sparte. De l'autre, Éphialtès et les démocrates, qui eux veulent un impérialisme total et voient Sparte comme l'ennemi à abattre. Et c'est justement cette politique pro-spartiate de Cimon qui va très directement causer sa perte. Un événement totalement imprévu va servir de détonateur. Vers 464, la terre tremble en Laconie. Un séisme d'une violence inouïe frappe la région et rase une bonne partie de la cité de Sparte. C'est le chaos le plus total. Et c'est l'occasion rêvée pour les Ilotes, cette immense population de serfs sur laquelle repose toute l'économie spartiate. Ils se soulèvent en masse. Pour Sparte, c'est une menace existentielle, le cauchemar absolu. Cimon, lui, fidèle à son alliance et grand admirateur du modèle spartiate, va prendre un risque politique énorme. Il réussit à convaincre une assemblée athénienne pourtant très divisée d'envoyer 4000 hoplites pour aider Sparte à mater la rébellion. Mais sur place, c'est le fiasco. Non seulement les Athéniens, qui sont pourtant les experts des sièges, n'arrivent pas à prendre la forteresse des rebelles, mais en plus, les Spartiates se méfient. Ils ont peur que l'esprit démocratique des Athéniens ne contamine leurs propres troupes. Alors, ils font l'impensable, l'affront suprême, ils renvoient le contingent athénien et seulement lui, humiliant publiquement leur allié. Pour Athènes, l'humiliation est totale. Et comme le note très bien l'historien Jean Delorme, cet affront rejaillit entièrement sur un seul homme, Cimon. Sa politique étrangère vient de s'effondrer de la manière la plus honteuse qui soit. Cimon rentre à Athènes dans une atmosphère de crise, pour ne pas dire plus. Ses adversaires, Éphialtès en tête, sentent que c'est le moment. L'occasion est bien trop belle pour la laisser passer. Ils vont utiliser une arme politique redoutable et typiquement athénienne, l'ostracisme. Le principe n'est pas de juger un crime, mais d'écarter un citoyen dont on estime que la puissance est devenue trop grande ou dangereuse pour la démocratie. L'humiliation spartiate a été la goutte de trop. Le vote des citoyens est sans appel.
L'homme le plus puissant d'Athènes, le grand vainqueur de l'Eurymédon, est banni pour 10 ans. Sa carrière politique vient de se terminer, brutalement. Alors, au final, que reste-t-il de Cimon? Au-delà de son histoire personnelle, quel est son véritable héritage pour Athènes et pour le monde grec? C'est la question fondamentale qui se pose. La chute de Cimon a ouvert un boulevard à l'impérialisme radical de Périclès et à la guerre qui devenait inévitable contre Sparte. Alors est-ce que l'échec de sa politique de conciliation n'était qu'une simple erreur personnelle, ou était-ce finalement le signe que la marche d'Athènes vers un empire toujours plus autoritaire et le choc des titans contre Sparte était déjà inéluctable? L'histoire là-dessus continue de nous poser la question.